Oh! Bonjour et bienvenue dans Smash! Smash est un format de vidéo où nous allons comparer deux films aux thèmes, au genre, ou aux enjeux, ou aux histoires similaires. À chaque épisode, nous analyserons un bon film. Too late, they start shooting in a week. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Et un mauvais. Tu fais quoi là? Les génies, ils chantent dès qu'ils se mettent au service d'un humain. Le but étant d'essayer d'expliquer pourquoi l'un est bon et l'autre est mauvais. La question du jour étant... Pourquoi Daredevil est un film raté? Et pourquoi Batman Begins est une réussite. Si nous avons choisi ces deux films, c'est parce que les personnages de Batman et Daredevil sont similaires en beaucoup de points. Super-héros sombre et nocturne? Check. Combat le crime dans une ville corrompue? Check. Orphelin? Check. Aime le noir et le cuir? Check. Sortant de DC et Marvel, les deux héros sont donc comparables. De plus, les films sont sortis avec 2 ans d'intervalle, ce qui est plus simple à la comparaison. Batman Begins est le premier film d'une trilogie de Christopher Nolan, commencé en 2005 et fini en 2012. Christopher Nolan a réalisé entre autres Memento et Insomnia. Ce film est une adaptation du meilleur super-héros de comics, Batman, créé en 1939 par Bob Kane. On retrouve dans le rôle de Batman Christian Bale, mais on peut trouver au casting aussi Gary Oldman qui joue le commissaire Gordon, Liam Neeson qui joue Ducard, ou encore Michael Caine qui joue Alfred. Ensuite, on peut voir Morgan Freeman et Cillian Murphy dans le rôle de... C'est l'heure du résumé. On suit l'histoire de Bruce Wayne, jeune milliardaire vivant à Gotham City, ville rongée par le crime et la corruption. Étant petit, ses parents se font assassiner devant ses yeux par un dénommé Joe Chill. Des années plus tard, Bruce C tente de tuer l'assassin de ses parents quand ce dernier est prêt à être relâché. Manque de bol, quelqu'un le tue avant lui. Il prend aussi conscience de la criminalité et de la corruption dans sa ville et décide de disparaître et de prendre quelques vacances. Pendant qu'il parcourt le monde, un homme nommé Ducard se présente à lui et veut l'enrôler dans la Ligue des Ombres. Organisation qui lutte pour la justice depuis des siècles et dirigée par Ra's al Ghul. Bruce apprend plein de techniques stylées et devient super fort, mais il refuse de tuer un criminel lors de la dernière étape de son entraînement. Ducard lui fait comprendre que la Ligue est là pour éradiquer le crime en détruisant et en tuant, la prochaine cible étant de détruire Gotham. Bruce refuse, il met le feu et s'échappe tout en sauvant Ducard, mais Ra's al Ghul meurt. Il retourne à Gotham après 7 ans d'absence. Avec ses techniques stylées, il décide de nettoyer Gotham en devenant Batman. Il se fait un costume et tout, il a une voiture stylée, commence à arrêter des petits criminels, tout ça. Il est aidé dans sa tâche par son majordome Alfred, par Lucius Fox, l'homme qui lui a créé ses gadgets et autres véhicules, ainsi que par Jim Gordon, policier incorruptible de Gotham. Il travaille indirectement en tant que Batu avec son amie d'enfance Rachel Dawes, assistante du procureur de la ville. Pendant ce temps, un docteur du nom de Crane soulève des questions. C'est un scientifique corrompu qui développe une sorte de drogue hallucinogène basée sur la peur qu'il utilise sur des patients ou des adversaires tout en se déguisant avec un masque grotesque, se faisant appeler l'épouvantail. Dawes et Batman se rendent compte que Crane déverse sa toxine dans toutes les canalisations de la ville. Ils se font eux aussi contaminer, mais Fox trouve un remède. Le but de Crane étant de vaporiser l'eau de toute la ville grâce à un dispositif micro-ondes pour que la population de Gotham devienne folle. Ce plan est celui de Ducard, qui est revenu à Gotham et qui est en réalité le vrai Ra's al Ghul, Crane travaillant secrètement pour lui. Ra's met son plan à exécution après avoir foutu le feu au manoir de Bruce Wayne le jour de son anniversaire, quel bâtard. Ra's croyant Bruce vaincu, il s'en va intoxiquer Gotham. Une partie de la ville commence à perdre les pédales avec la toxine, mais Batman arrive. Il arrête Ra's avant que ce dernier ne fasse vaporiser toutes les eaux de Gotham en se jetant dans la tour de Wayne Enterprise, là où sont canalisées toutes les eaux de la ville. C'est aussi l'entreprise familiale de Bruce Wayne. Batman et Gordon font dérailler le monorail dont se servait Ra's pour transporter le dispositif micro-ondes. Batman choisit de ne pas sauver Ra's et ce dernier meurt.
Gotham est sauvé, Bruce décide de reprendre ses droits sur l'entreprise de sa famille, Wayne Enterprise, et il décide aussi de pécho Rachel, à qui il avait révélé sa double identité. Cette dernière dit qu'elle va le pécho en retour quand il arrêtera d'être Batman, et bam, c'est fini, et ça tease sur le Joker. Daredevil est un film de Jean Yesman, aussi appelé Mark Steven Johnson, qui a un nom qui déchire plus que sa filmo. Devine quel film on a le moins apprécié. Mark Steven Johnson a par la suite réalisé le chef-d'œuvre qui est Ghost Rider. Daredevil est une adaptation du comic du même nom, créé en 1964 par Stan Lee et Bill Everett. Et pour le coup, je crois bien que Johnson a pris Everett en levrette. Le film est sorti en 2003 et on peut compter au casting Ben Affleck qui joue Daredevil. Dans sa période, tu fais de la grosse merde. Il y a aussi Jennifer Garner en Elektra, Michael Clark Duncan en Cade, R.I.P. Michael, ou encore l'incroyable, le magnifique, le titanesque Colin Farrell dans le rôle du tireur. C'est l'heure du résumé. Alors, on voit Daredevil chuter d'une église et paf, direct flashback. On suit alors l'enfance du jeune Matt Murdock, élevé par son père et se fait emmerder par des petits cons de son quartier. Un jour, il découvre que son père bosse pour la mafia locale. Il est choqué déçu et se précipitant à travers un chantier, il est aspergé d'un produit chimique, le rendant aveugle. Suite à ça, son père arrête ses vilaines magouilles et reprend sa carrière de boxeur. Pendant ce temps, Matt développe un pouvoir sensoriel, tous ses autres sens sont surpuissants. Il s'entraîne de ouf avec ses pouvoirs et il défonce les gamins de son quartier qui ont des insultes à chier. Son père gagne un match qu'il devait perdre et se fait descendre par un mafieux qui laisse une rose sur lui. Matt découvre le corps, c'est la fin de son enfance. Des années plus tard, Matt est un avocat qui défend que des personnes innocentes le jour, et la nuit, il est Daredevil. N'ayant pas réussi à inculper un violeur le jour, il le punit la nuit. Baston dans un bar et exécution avec supplément métro dans ta face. Un jour, il rencontre Elektra, j'ai le meilleur nom du monde, Nachos, fille d'un célèbre milliardaire. Ils se mettent sur la gueule et du coup, ils tombent amoureux. Ensuite, il y a l'intro du méchant, j'ai nommé le Caïd, chef incontesté de la pègre qui tue ses subordonnés et signe ses assassinats d'une rose. Le père d'Elektra, Nicolas Nachos, refuse un contrat ou une proposition quelconque de la part du Caïd. Ce dernier appelle un tueur à gages, appelé le tireur, pour liquider Nachos. On le suit brièvement se diriger vers New York. Pendant ce temps, Matt roule des galoches à Elektra mais se barre, car le devoir est trop important pour lui. Murdock est invité à une soirée où se trouvent le Caïd, Nicolas et Elektra Nachos. Il dragouille Elektra pendant que le Caïd dit à Nicolas que ce dernier va mourir. Le voyant partir, sa fille le rattrape. Mais le tireur arrive pour dézinguer Nachos et Daredevil essaie de l'en empêcher. Le père meurt, tué par une arme de Daredevil, du coup Elektra croit que c'est lui l'assassin, quiproquo, tout ça. Elektra revêtit son plus beau costume de pute pour aller faire sa fête à Daredevil. Elle retrouve Daredevil, lui plante une dague et se rend compte que c'est Matt et du coup elle est triste. Le tireur apparaît et fout sa branlée à Elektra et cette dernière meurt, comme le Caïd lui avait ordonné. Daredevil va à l'église ensanglanté et fin du plus gros flashback de tous les temps. Le tireur le rattrape, ils s'affrontent dans l'église et Colin Farrell meurt, ce qui met fin au meilleur personnage du film. Daredevil s'en va tabasser le Caïd. Ils se battent mais Daredevil refuse de le tuer, même s'il a appris que c'était bel et bien le Caïd, le tueur de son père. Et du coup, Daredevil se barre quand les flics viennent arrêter le Caïd. On se rend compte vite fait qu'en fait, Elektra est vivante et le tireur aussi, et bam, fin. Ce qui est cool dans Batman, c'est que tout son entraînement avec la Ligue des Ombres est entrecoupé de flashbacks qui nous dévoilent sa jeunesse. Ainsi, on en apprend plus sur l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. La mort de ses parents, la corruption et le crime à Gotham, Alfred, Rachel, etc. Tout cela nous permet de comprendre les tenants et les aboutissants du personnage de Batman. Le plus important pour nous, c'est que le film Batman Begins introduit son personnage comme quelqu'un de fort et complexe. D'ailleurs, sa première réelle apparition ne se fait qu'à partir d'une heure de film. A l'inverse de Daredevil, qui engendre des moments qui auraient été intéressants. Le film parle de son enfance, mais s'arrête à la mort de son père pour qu'on le retrouve des années plus tard, déjà habillé et opérant en tant que Daredevil et en avocat dans la vraie vie. Comment s'est-il entraîné? Comment a-t-il eu tous ses gadgets et sa planque? Comment peut-on broder un costume aussi classe quand on est aveugle et très loin d'être couturier? Là où notre cher Batou est crédible, c'est qu'il justifie absolument toute la création de son costume. Pourquoi le symbole de la chauve-souris? Il veut créer un symbole terrifiant pour ses adversaires, comme cela fut terrifiant pour lui étant enfant. Comment a-t-il eu sa Batmobile et tous ses gadgets? Il se sert du département de recherche militaire de sa propre entreprise, avec l'aide de Lucius Fox, pour créer tout son arsenal.
Il ne se retrouve pas avec un beau costume tout beau tout propre du jour au lendemain comme Daredevil. Regarde ce que je sais faire. Tada. Alors, ça peut paraître un détail, les costumes et les gadgets, mais ça permet de croire en la cohérence de l'univers dans lequel Batman évolue. Tout simplement. La première apparition du super-héros doit être marquante. C'est généralement la première fois où on le voit en action et où on voit son costume. Chez Batou, la scène en question arrive à 1 heure du film. Falcone et ses hommes sont au dock pour récupérer de la drogue lorsque notre grand héros arrive. Ici. Le héros nous dit depuis le début qu'il veut inspirer la peur à ses ennemis. Et c'est exactement ce qu'on a. De la peur. Quoi? Merde, c'est quoi? Nolan choisit intelligemment de nous montrer la scène du point de vue des méchants. Batou apparaît furtivement, et c'est que quand il en a fini avec eux qu'on peut le voir en entier. Je suis Batman. Ces quelques minutes nous font ressentir à nous, spectateurs, la peur que Batman cherche à provoquer. Chez Daredevil, on triche un peu, parce qu'on voit son costume dès la première minute du film. Même avant que le flashback commence, il n'y a aucun suspense. Et du coup, on se demande pourquoi cette scène d'intro inutile, si 2 secondes après, on voit la genèse du héros. Quand on arrive à la fameuse première intervention du héros, on nous balance juste avant une scène d'entraînement type Power Rangers. Ou alors type gros zoom sur tétons et fesses dans Batman et Robin de 97. Quand Daredevil entre enfin en action, il ne s'est écoulé que 27 minutes et on l'a déjà vu dans des scènes inutiles. Daredevil est dans un bar pour arrêter un violeur qu'il n'a pas réussi à enfermer dans l'après-midi en tant qu'avocat. S'ensuit ensuite une scène de baston, certes moins prestigieuse que Batman, mais qui reste quand même efficace. La question est, pourquoi ne pas avoir dévoilé le héros dans cette scène plutôt que dans toutes les autres scènes d'avant? Et là où Batou fait fort, c'est avec le personnage de Rachel. On pourrait penser qu'elle ne va servir que de sex interest à Batman, mais c'est en réalité tout le contraire. Rachel est procureure idéaliste, elle se bat pour la justice. C'est une femme qui a d'autres objectifs que de choper Bruce Wayne. Elle a une place importante dans le déroulement des événements du film. La preuve, Batman et Rachel s'aident mutuellement. C'est quoi? Un moyen de pression Pourquoi? pour faire bouger les choses. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui vous ressemble. Chez Daredevil, on tombe face à Elektra, personnage très important et fort dans les comics, mais qui devient une bombasse sans grand intérêt et en plus mal jouée dans le film. Vous m'avez pas oublié? On est face à un personnage ridicule, pas introduit et pas du tout crédible. Pourquoi sait-elle se battre? Comment sait-elle se battre? Pourquoi a-t-elle un costume? Et comment elle a eu un costume? Et ce costume sera parfait pour manger mon papa. La scène où elle affronte le tireur montre tout l'intérêt du personnage dans le film. Une bombasse maladroite qui enchaîne les bourdes sur ses hauts talons. Jolie, amène-toi. Sans parler de l'histoire d'amour vue et revue avec Matt, tout droit sorti d'une chanson de Kinvey. Batman a plusieurs méchants. Par ordre d'importance, on a Falcon, le chef de la pègre de Gotham, qui apparaît comme un grand méchant, mais devient rapidement un pion du vrai méchant. On voit les enjeux du personnage et son pouvoir sur la ville dans une scène au début du film, où il parle à Bruce Wayne. Pour un perso secondaire, il nous paraît froid, puissant, intelligent et intouchable. Regarde autour de toi. Il y a 2 conseillers, un représentant du syndicat, un couple de flics en civil et un juge. Pourtant, pas une seconde, j'hésiterais à t'exploser la cervelle ici et maintenant sous leurs yeux. Ça, c'est un pouvoir que tu peux pas acheter. Le pouvoir de la peur. Vient ensuite l'autre méchant, le Dr Crane, alias l'épouvantail. Là aussi, on le sent intelligent et mystérieux. Il n'hésite pas à faire des expériences sur les humains
et on peut aussi voir sa folie. Voulez-vous voir mon masque? Je m'en sers pour mes expériences. Oh, je doute qu'il soit très effrayant pour quelqu'un comme vous. Mais les cinglés, ils en sont dingues. Depuis quand un taré s'occupe des tarés? Mais il reste assez secondaire et là aussi ce n'est qu'un pion. Alors là, on attaque le vrai du méchant. Et ce méchant, c'est Ra's al Ghul, alias Dukat. C'est vraiment un personnage fort et super bien interprété. Je t'aime, Qui-Gon. On connaît ses raisons et sa vision du monde qui font de lui un personnage complet et complexe. On pense d'abord qu'il veut la même chose que Batman, la justice. Mais on se rend compte rapidement que pour l'atteindre, il veut semer la mort et la violence. Je ne suis pas un exécuteur. Ta pitié est une faiblesse que tes ennemis ne partageront pas. C'est pourquoi elle a tant d'importance. Elle seule peut nous rendre différents. Tu veux combattre les criminels, cet homme est un meurtrier. Cet homme devrait être jugé. Par qui? Un tas de bureaucrates corrompus. Les criminels se moquent des lois de la société. Tu le sais mieux que personne. Pendant une bonne partie du film, on n'a aucune idée de qui est le méchant. D'abord on croit que c'est Falcon, ensuite l'épouvantail, mais en fait non, c'est carrément le mentor de Batuu, Ra's al Ghul. Dans Daredevil, il y a deux méchants. Le Caïd, là aussi, un grand chef de la mafia, un personnage qui pourrait être intéressant s'il était beaucoup plus développé. Mais la prestance et la classe de l'acteur Michael Clarke Duncan suffisent à sauver le personnage. On est soucieux, Wesley. Vous n'avez pas lu les journaux? Quelqu'un s'est montré trop bavard. Des bavards, il y en a toujours. Alors on se calme tout de suite. Parce que le second méchant va devenir votre préféré. Il est beau, il est magnifique, c'est l'incroyable, le tireur! Nous pensons que Colin Farrell était le seul acteur à voir que le film était mauvais, et du coup il s'est éclaté dans son rôle. Le problème c'est que ça colle pas avec le reste du film. Ça aurait fonctionné dans Kick-Ass, mais pas ici. Il est ridicule à un point tel qu'il en devient hilarant. Chaque scène avec lui est culte, presque divine. Gratuit grâce à sa carte de fidélité et qu'elle ne pouvait pas en profiter parce que c'est asiatique qu'elle travaille. Alors je lui ai dit... Il détruit la crédibilité du film, mais le rend tout aussi appréciable. Dans Batman, Nolan privilégie ce qu'on appelle les practical effects. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Les practical effects, que l'on pourrait aussi traduire par effets spéciaux physiques, sont des effets spéciaux non générés par ordinateur. Vrai décor, vrai costume, vraie cascade, vraie explosion. I love the smell of napalm in the morning. Ou vraie course-poursuite. Ça peut permettre de rendre le film crédible et réaliste, notamment dans Mad Max Fury Road. Il y a une certaine appréciation de l'utilisation des practical effects, surtout de nos jours, accentuée peut-être par la saturation des effets spéciaux en CGI. Un exemple frappant, les orques du Seigneur des Anneaux au Hobbit sont passés d'un maquillage réaliste et convaincant à des effets spéciaux décevants. Salut. Ce que Nolan voulait, c'était rendre Batman le plus crédible et le plus réaliste possible. C'est donc pour ça qu'il a choisi d'utiliser cette technique.
Il y a une dimension épique dans les scènes d'action, sublimée par la musique de Hans Zimmer. De plus, on se repère un peu dans Gotham, il y a des lieux clés, on sait ce que Batman défend. Pour finir, le film a une certaine cohérence visuelle, avec son jeu sur l'obscurité et sur les teintes jaunes, par exemple à la fin du film au Narrose. Vous m'entendez? Ici Gordon. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe? Il y a aussi une recherche de plans iconiques. Ou même de maîtrise du montage, comme dans la scène de baston au début du film. Mais on en avait déjà parlé plus tôt. Et Daredevil, eh ben le film est pas du tout cohérent visuellement. Il part avec une réalisation assez sombre et faussement complexe, avec un symbolisme religieux pas du tout subtil. Et ensuite, il se perd dans les méandres du clip vidéo, avec des plans accélérés de toute beauté. En contraste avec Batman, Daredevil utilise les effets spéciaux, ce qui en soi n'est pas gênant. Mais on est en 2003 les gars, du coup c'est mal fait et mal utilisé pour l'époque. Les seuls plans qui auraient pu être classe dans le film sont souvent gâchés par des fonds verts mal incrustés. Et ne parlons même pas des scènes où Daredevil est en 3D, ça fait trop faux et trop jeu vidéo. Et je suis persuadé que certaines scènes auraient pu être réalisées avec des câbles et un fond vert comme dans Matrix. Bref, aucune originalité, aucune saveur dans cette réalisation. L'autre dernier problème, la musique de Daredevil. Elle est complètement oubliable, et la bande originale aussi. Même si des titres sont bons, Evanescence ne colle pas à Daredevil. En gros, on a Nolan contre un random yes man qui a fait Ghost Rider, donc franchement voilà, rien à dire les gars. Alors, on va être bref, parce qu'après tous les points qu'on a vus précédemment, on a déjà pas mal épluché le scénario. Mais il y avait quand même certaines choses qu'on voulait préciser. Batman Begins a été scénarisé par David S. Goyer, un des scénaristes les plus influents et importants en termes de films de super-héros. Il a fait presque tous les derniers films d'ici. Bon, il a aussi fait le scénario de Ghost Rider 2, mais on lui pardonne, hein. Rien qu'avec lui au scénario, Batman Begins devait tenir. Mais en plus de ça, Nolan s'est associé à Goyer au scénario. Nolan, putain! Nolan, dont on ressent le plus la patte via ses scénarios de films très poussés et complexes. De plus, les scénaristes utilisent intelligemment la peur comme thème général du film. La peur de Bruce Wayne, la peur que veut inspirer Batman à ses ennemis, la peur que propage l'épouvantail, la peur que Ra's veut utiliser pour détruire Gotham. Et il y en a encore plein des références à la peur durant tout le long du film. En face, le réalisateur de Daredevil, Mark Steven Johnson, planche sur le scénario. Il a aussi réalisé le fantastique Ghost Rider et l'incroyable Elektra. Bon, il y a vraiment rien d'autre à dire. Ah, en fait, si. Je suis Batman. C'est pas moi le méchant. Pour conclure, on a deux films qui s'intéressent à deux super-héros, aux enjeux et aux rôles similaires et très passionnants. Mais là où l'un est une réussite, l'autre est gâché par des choix pauvres de mise en scène, de direction d'acteurs et de bande originale et un tas d'autres défauts. Quand bien même tout n'est pas acheté, certaines grosses erreurs auraient pu être réparées assez facilement, ce qui aurait pu sauver le film. Et au vu du succès du comic et de la très récente série, on peut se dire que le film aurait pu éviter ces erreurs et devenir
Bon bah, un bon film, quoi. Franchement, les gars. Vous aviez un job! Et pendant ce temps, Batman vole au-dessus des rageux.